Alors pourquoi demain, pourquoi 17h? C'est un rassemblement pour la paix parce que il suffit que vous ouvriez votre télévision ou votre radio ou vos journaux, vous voyez ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que Macron a reçu aujourd'hui, enfin il est arrivé hier soir, il a reçu aujourd'hui donc Zelensky, le président ukrainien, qui est venu nous demander encore des milliards d'euros. Et Macron, on apprend ça ce soir, Macron a fait une déclaration comme quoi il a décidé de donner encore 2 milliards d'euros à Zelensky, et donner 2 milliards d'euros, mais pas pour rien, c'est quand même très important ce que Macron a dit. Je prends les dépêches de presse telles qu'elles arrivent en ce moment. Donc Macron a fait savoir, voilà ce qu'il a dit. Le soutien immédiat à l'Ukraine, nous devons le poursuivre. Il est nécessaire pour continuer la résistance. J'ai annoncé 2 milliards d'euros supplémentaires avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirage qui ont été livrés, ou encore des missiles sol-air Mistral. Pour tenir sur le front, les forces ukrainiennes recevront également des blindés, des VAB, des chars AMX-10 RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Et nous avons aussi avancé sur les coopérations en matière satellitaire ou d'intelligence, c'est-à-dire de renseignement. Ce soutien sera aussi complété par des productions en Ukraine grâce au partenariat noué avec nos entreprises de défense. Voilà. Alors, si je vous dis ça, c'est que l'affaire n'est pas du tout pliée. Il ne faut pas du tout croire que, ça y est, tout est réglé. Tout n'est pas réglé du tout, parce que d'abord, on ne sait pas toujours très bien quel est le jeu des acteurs. En particulier, force est de constater que les États-Unis d'Amérique ont repris leur livraison d'armes à l'Ukraine. On en a vu, ça a été des témoignages d'engins blindés qui traversaient la Roumanie direction l'Ukraine. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux. Mais on apprenait aussi aujourd'hui que on a même le trajet des avions. On a même appris qu'il y avait un avion de transport C-17 de l'US Air Force a atterri sur l'aérodrome de Rzeszów en Pologne, en provenance de la base américaine Ali Al-Salem au Koweït, où sont stockés des matériels militaires. Et donc, on sait que désormais, les Américains ont repris les vols d'approvisionnement vers l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Macron a dit, dans son discours de tout à l'heure, c'était il y a quelques instants, c'était il y a environ 10 minutes avant qu'on ne commence, Macron a dit que l'Ukraine avait accepté un cessez-le-feu sans condition et qu'il fallait que la Russie accepte un cessez-le-feu sans condition, sinon on se mettait en colère, on se fâchait de rouge. Or, évidemment, je rappelle que la Russie, enfin Poutine, Lavrov, etc., ont fait savoir qu'il n'était pas question d'avoir un cessez-le-feu sans condition, parce que le sans condition, ils ont déjà vu ce que ça donnait, c'est-à-dire que sans condition, mais en ce moment, les Occidentaux réarment à toute allure l'Ukraine. Donc évidemment, ce que voudrait Macron, etc., c'est manipuler l'opinion publique en française pour que les Français se disent vraiment ils sont très méchants les Russes, on propose un cessez-le-feu sans condition, mais c'est pas du tout ça. C'est un cessez-le-feu, le temps qu'on ait de plus en plus d'armes pour pouvoir vous les envoyer sur la figure. Ben non, en ce moment, tout le monde sait bien que c'est l'Ukraine qui bat en retraite sur tous les fronts. Elle a quasiment perdu tout ce qu'elle avait gagné sur le territoire russe du côté de la ville de Koursk, au nord-est de l'Ukraine. Dans le Donbass, dans les oblasts de Zaporozhye, les républiques de Donetsk, de Luhansk, et dans l'oblast de Zaporozhye, l'Ukraine est en retrait. Les Russes vont pas s'arrêter comme ça, l'arme au pied, en disant voilà, sans condition, et puis non. D'ailleurs, Poutine avait dit très précisément ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions, c'est-à-dire notamment qu'on réarme pas l'Ukraine. Parce que si on réarme l'Ukraine, les Russes sont quand même pas complètement débiles, il faut quand même pas exagérer. Alors tout ça est quand même très inquiétant. Parce que, je l'ai dit ce matin, j'étais invité par Clémence Oudiakova sur Toxin, c'est quand même très inquiétant parce qu'il faut voir quelles ont été les réactions des Russes face au discours de Macron, que ce soit Vladimir Poutine en personne, que ce soit aussi Madame Zakharova, qui est la porte-parole du Kremlin, qui a fait une déclaration inhabituellement longue et écrite. Elle a lu son texte qui durait plus de 15 minutes sur Macron, où elle a d'ailleurs dit que le président de la République française avait à l'évidence des problèmes psychologiques. Moi, je ne cesse de le dire depuis 2018. Alors c'est grave. Maintenant, c'est connu dans le monde entier. Et maintenant, même le porte-parole du Kremlin le dit. Et deuxièmement, il répète qu'il y a un moment à partir duquel la patience russe va arrêter. C'est-à-dire que si Macron envoie des soldats en Ukraine, les Russes ont toujours dit, ce sont des gens qui sont, je suis désolé, contrairement à ce que la légende que l'on veut leur faire porter, ce sont des gens qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent, les Russes ont dit que dans ce cas-là, ça sera des forces de l'OTAN qui seront présentes, et donc ils utiliseront tous les moyens pour les neutraliser. Tous les moyens, ça veut dire y compris peut-être un missile Oreshnik, etc. Alors pour rendre le jeu encore plus inquiétant quand même, on a des déclarations extravagantes qui sont venues aggraver la situation, avec notamment d'abord cette Péronnelle, excusez-moi de le dire, mais c'est cette femme de 39 ans qui est une blanc-bec au féminin, c'est une espèce de Macron au féminin, Madame Katja Kallas, dont j'ai déjà dit 50 fois qu'elle est la fille de son père, jusqu'ici tout le monde me suit, mais le père en question s'appelle Siim Kallas, c'est un escroc qui était gouverneur de la Banque centrale d'Estonie et qui, quand il est parti, semble-t-il, avec une vingtaine de millions de dollars qui se sont évaporés à la fin de l'URSS. Madame Katja Kallas appartient à une famille, c'est en fait une espèce de famille pseudo-aristocratique, qui partage le pouvoir dans ce petit pays d'1,6 million habitants et qui est vent debout contre la Russie. En fait, elle est
folle, cette femme. Et c'est pas que moi qui le dis. Vous avez peut-être, si vous suivez l'actualité, il y a l'Espagne et le Portugal qui ont dit que ça suffisait comme ça, les déclarations de Mme Kaja Kallas, puisqu'elle a dit qu'il fallait traquer les Russes dans tous les mois. Enfin, c'est quasiment, si vous lisez un livre de Dostoïevski, vous allez aller directement en prison en Estonie. Enfin, elle est folle. Elle est folle. Vous avez d'autres pays comme la Hongrie ou la Slovaquie qui sont vent debout contre toutes ces décisions. Vous avez Mme Meloni, la présidente du Conseil italien, qui, elle, est quand même beaucoup plus maligne. Elle joue un petit peu de façon souple, mais en tout cas, elle évite de se mettre à dos et Poutine et Trump, et donc qui n'est pas d'accord avec tout ça. Donc on a, au bout du compte, deux cinglés à l'intérieur de l'Union européenne, suivis par un troisième, enfin je dirais même trois cinglés. On a Mme Kaja Kallas, qui malheureusement est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Vous n'avez jamais voté pour elle, moi non plus, bien entendu. D'ailleurs, c'est complètement absurde de penser que la politique étrangère d'un ensemble de 450 millions d'habitants a été donnée à cette jeune femme de 38 ans qui noue une haine absolue à l'égard des Russes depuis sa plus tendre enfance, et qui décide comme ça souverainement pour 450 millions de personnes, dont des peuples comme le peuple français, qui n'a absolument pas intérêt à se fâcher avec la Russie. On touche d'ici d'ailleurs tout l'intérêt de la construction européenne. C'est pas pour renforcer la France, c'est au contraire pour détruire la France. Enfin, tout ce que je dis depuis 18 ans est confirmé par les événements. Voilà. Et cette dame se retrouve ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, savez-vous comment? Tout simplement parce que Mme von der Leyen, qui avait été renommée par Macron, et puis c'était un accord avec Scholz à l'époque, je crois, et bien c'est Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui en a décidé ainsi. Enfin, c'est incroyable. Alors Macron a envoyé comme commissaire européen à Bruxelles, vous savez, c'est le crétin des Alpes, c'est Stéphane Séjourné, enfin il est gentil. La seule chose qu'on sache au Quai d'Orsay, c'est qu'il était gentil, ce qui est déjà ça. Enfin, on lui a donné un portefeuille complètement fumeux, style je sais plus quoi, le redressement, productivisme, je sais pas quoi, enfin un truc bizarre. Enfin, c'est rien du tout. Normalement, si Macron, je me mets même dans la peau des européistes français, si même Macron, son devoir aurait été d'exiger de donner au commissaire européen français un poste très important. Si pas la Commission européenne, puisque c'est décidé par une Allemande, Madame la présidente von der Leyen, dont d'ailleurs la presse se cache constamment, et les origines, puisque dans sa famille on comptait quand même des responsables nazis à l'époque d'Hitler, mais on a caché aux Français, comme à l'ensemble des Européens, les actions de corruption dont elle a émaillé tout son parcours. Mais au moins, si la France n'a pas la présidence de la Commission, puisque c'est l'Allemagne, au moins elle pouvait exiger d'avoir, par exemple, les affaires étrangères. Non, pas du tout, on a accepté que ce soit donné à Madame Kaja Kallas, voilà, qui est une pousse au crime, en fait. Voilà. Donc ça, c'est ça. Deuxièmement, on a le nouveau chancelier d'Allemagne, M. Merz, qui est un banquier, qui a dirigé le fonds BlackRock, ce qui est quand même, ça sent très mauvais, et qui, lui, est en train de vouloir réarmer à toute allure l'Allemagne, et on est devant cette situation inimaginable. Mais on a des dizaines peut-être pas des dizaines, mais on a au moins 5-6 générations de Français qui doivent se retourner dans leur tombe quand on voit que les plus hautes instances françaises se félicitent et applaudissent au réarmement de l'Allemagne. Historiquement, le réarmement de l'Allemagne, c'est toujours très mal terminé pour la France. C'est quand même incroyable. On a eu cette déclaration inimaginable aussi d'un monsieur qui s'appelle monsieur Obermann, à ne pas confondre avec Dobermann, mais enfin c'est un peu le même genre. Monsieur Obermann se trouve être le président d'Airbus. Bon, là aussi c'est un poste que la France a cédé, vous savez, nous on donne tout. Hein. Voilà, c'est d'ailleurs De Gaulle qui avait dit ça, donc céder à tout le monde, ça c'est chic. Bon. Donc nous on a cédé la présidence d'Airbus à ce monsieur Obermann, mais le monsieur Obermann en question, il est par ailleurs et en même temps, il est banquier, il est dans le fonds d'investissement Warburg, c'est un fonds d'investissement américain de la banque Warburg Pincus, c'est la filiale allemande, il est au conseil d'administration de la Deutsche Bank, il s'occupe d'Inmarsat, il s'occupe également, je crois, de E.ON, c'est-à-dire l'électricien et le gazier, enfin il s'occupe de tout ce type. Voilà, c'est le Thierry Breton de l'État, si vous voulez, qui doit être dans des quantités de réseau de l'établissement allemand. On aime mieux ne pas trop creuser le sujet. Eh bien, ce monsieur, président d'Airbus, a dit que voilà, les Russes étaient en train de se réarmer à toute allure et qu'il craignait qu'il y ait une attaque de l'Estonie justement en 2029 et donc il fallait augmenter considérablement les budgets militaires, mais évidemment, ça va faire travailler les banques, ça va faire travailler le consortium Airbus, etc. Donc lui, il se frotte les mains. Et puis il a dit qu'il fallait également que l'Allemagne puisse disposer de la bombe nucléaire. Alors c'est quand même, excusez-moi, mais tous les jours nous apportent des événements inouïs. C'est absolument et formellement interdit par plusieurs décisions internationales, mais d'abord et avant tout le traité de Moscou de 1990, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici même, c'est absolument interdit par le traité de Moscou de 1990 que l'Allemagne puisse entreposer, fabriquer ou décider de l'emploi d'armes nucléaires sur son sol. C'est absolument interdit. Et c'est interdit par un traité international. Certains vont dire oui, mais les traités internationaux, ça se viole, oui, bien entendu, ça peut se bafouer. Sauf que il y a parmi les puissances qui sont responsables du bon suivi et du bon accomplissement de ce traité, eh bien, ce sont les 4 grands sortis de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Russie. C'est-à-dire que la Russie a son mot à dire sur la bonne exécution du traité de Moscou de 1990. Ça s'était d'ailleurs signé à Moscou au moment, quelques semaines avant l'effondrement, c'était en 12 septembre 90, je crois de mémoire, quelques semaines avant la fusion, la disparition des deux Allemagnes, la fusion en un seul.
Donc ça veut dire que ce monsieur président d'Airbus, banquier, qui travaille avec une des banques américaines, en fait, il prend sur lui de décider que l'Allemagne devrait violer le traité de Moscou. Mais jamais les Russes n'accepteront ça. Hein. Parce qu'eux, ils ont le droit international pour eux. J'avais oublié que la formation de départ de Poutine, c'est le droit international. Donc, donc Poutine saisira très probablement, si ça allait dans cette direction, de toute façon ça s'étalerait sur des années, il saisirait la Cour internationale de justice et l'Allemagne serait condamnée, la France aussi si la France participait à ça, et puis de toute façon je suis absolument convaincu que les Russes n'accepteront absolument jamais que l'Allemagne se dote de l'armement nucléaire. Donc ils interviendront comment ? Il faut écouter ce qu'a dit Mme Zakharova, il faut écouter ce qu'a dit Poutine. Les Russes peuvent aller jusqu'à l'emploi de l'arme nucléaire. Donc il faut bien comprendre qu'en ce moment, on est dans un schéma historique qui était extrêmement préoccupant, puisque d'un côté, les docteurs tant mieux diront bon ben voilà, ça va se calmer entre Trump et Poutine, et puis les Français vont se retrouver, les Européens vont se retrouver gros gens comme devant. C'est ce que personnellement le scénario que je privilégie quand même. Mais on voit bien que l'État profond américain, et pas seulement américain, l'État profond mondialiste, c'est-à-dire ces forces, notamment le monde de la finance, etc., qui sont derrière, et puis les grands conglomérats, le complexe militaro-industriel, ne l'entend pas de cette oreille, et donc est en train de se venger de la victoire électorale de Trump et de ce qu'il fait, en mettant le paquet côté européen. Et là, on peut avoir des dérapages qui peuvent aller, je ne sais pas où. Alors face à ça, demain, donc jeudi 27 mars, eh bien il y a la réunion de la coalition des volontaires. J'ai fait des tweets là-dessus pour rappeler, coalition des volontaires. Moi, ça me rappelle la Légion des volontaires français, la LVF, qui avait été créée par Pétain, pour aller justement avec l'ensemble de l'Europe sous commandement hitlérien, pour aller justement se battre contre l'Union soviétique. C'est en fait la même géostratégie, hein. C'est exactement les mêmes intérêts qui sont derrière. C'est-à-dire que Macron, c'est Pétain. D'ailleurs, il avait chanté les louanges de Pétain il n'y a pas si longtemps. Hein, les gens qui nous disent que les accords de Minsk, en ce moment on se comporte comme Daladi avec Poutine parce qu'on est trop faible, c'est le contraire qui est vrai. Je l'ai déjà expliqué. Les accords de Minsk 2, c'est les accords c'est la même chose que les accords de Munich en 1938, sauf que celui qui se fait avoir, c'est pas Daladi et Chamberlain comme en 1938, la France et l'Angleterre, qui ont été trompés par Hitler. Là, c'est Poutine qui s'est fait avoir, qui a été trompé par Angela Merkel et par François Hollande. Il faut bien comprendre la situation. Alors moi, je dis tout ça pour dire quoi ? Il faut absolument que demain, au moment même où il y a Macron qui réunit, je ne sais pas, un certain nombre, on me dit entre 20 et 30 délégations, je ne sais pas exactement qui est-ce qu'il y aura, ceux qui veulent vraiment participer, ceux qui vont regarder, ceux qui veulent peut-être s'opposer, etc. On ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est vraiment le moment d'intervenir. En tout cas, de faire avec nos moyens. C'est la raison pour laquelle on a lancé donc ce rassemblement qui aura lieu demain à partir de 17h, de 17h à 20h. On a toutes les autorisations préfectorales, nos manifestations se passent toujours bien. On n'en fait pas des centaines, comme certains, hein, parce que ça sert à rien de faire des centaines, mais de temps en temps, lorsqu'il y a un fait vraiment qui le nécessite, c'est le cas. Alors je lance ici un appel à toutes les personnes qui me regardent. Nous avons fait des affiches, un slogan qui est très simple et de bon goût, non à Macron, oui à la paix. Ces affiches, elles sont en téléchargement sur notre site. Il n'y a pas de logo. Nous n'avons mis comme seul logo des colombes de la paix. Il est bleu, blanc et rouge. Vous pouvez vous l'approprier, que vous soyez plutôt favorable au Rassemblement national, ou plutôt favorable à M. Zemmour, ou plutôt favorable à, je ne sais pas quoi, aux Républicains, plutôt favorable à Renaissance. On ne sait pas, il y a aussi des macronistes qui peuvent peut-être s'inquiéter de ce qui se passe. Que vous soyez plutôt favorable au PS, aux écologistes, que vous soyez plutôt favorable aux communistes ou à LFI, écoutez, venez. Il faut absolument qu'il y ait vraiment le plus de monde possible. Ou alors, si vous ne venez pas, il ne faudra pas ensuite venir dire oui, il n'y a pas de parti politique, etc. Hein. Parce que ça, je vois, et ça c'est quelque chose sur lequel j'ai terminé ce propos introductif, qui parfois quand même m'énerve, pour tout dire, pour ne pas dire davantage, des gens qui se lamentent. C'est une espèce de business du désespoir, avec parfois des gens très connus qui vont à la télévision ou à la radio, et qui se lamentent en disant il n'y a pas un seul parti il n'y a personne qui... Mais si, il y a nous. Et ça fait 18 ans. Et actuellement, on a plus de 25 000 adhérents à jour. Donc nous, on existe. Évidemment, les médias font comme si nous n'existions pas. Mais la question qu'il faut que les Français se posent, c'est est-ce qu'ils vont être, oui ou non, victimes des médias ? Ce sont les médias qui nous déclarent la guerre. D'ailleurs, ça leur joue des tours. Vous avez vu, parmi les informations qu'on a vues, c'était hier ou avant-hier, on a vu le journal télévisé de France 2 est passé de 5,5 millions d'auditeurs en moyenne il y a 4 ans à 4 millions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 1,1 million d'auditeurs, presque 1,2 million en 4 ans. Si vous divisez par le nombre de jours, ça veut dire que le journal télévisé de la chaîne publique de France 2 a perdu en moyenne 1000 téléspectateurs tous les jours. Tous les jours, il y en a 1000 en plus qui s'en vont et qui vont ailleurs. Et donc il faut notamment qu'ils viennent en partie sur les réseaux sociaux et notamment sur les chaînes de radio et de télévision de ce qui est justement là, qui donne des informations qui sont réelles. Alors vraiment, je dis, si vous ne venez pas, si vous dites, oui, bon, je suis fatigué, moi aussi je suis fatigué, j'ai pas 20 ans. Hein. Bon, mais si vous ne venez pas, après, il ne faudra pas se dire, voilà, il n'y a pas d'opposition à Macron. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Donc il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent. Pour la petite histoire, nous avons évidemment prévenu tous les journalistes de toutes les grandes chaînes de radio et de télévision. Je suis à peu près certain qu'à part les journalistes des chaînes de radio et de télévision de la web sphère, sur Internet, je pense que les médias oligarchiques, les legacy media, comme dit Elon Musk, je pense qu'ils ne vont pas se faire représenter. Mais il nous appartient à nous de montrer qu'il y a du monde. Voilà. Donc venez demain, il y aura quelques personnes qui prendront la parole, je l'ai dit tout à l'heure, et puis vous aurez fait quand même un petit bout de chemin déjà, pour montrer qu'on n'est pas comme des moutons qui vont aller à l'abattoir sur cette thématique.